L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Pardon. Salut Darbelay, comment vas-tu ? Ça va très bien. Et je tenais à dire que moi, je suis pas d'accord avec ce que disait Dogma. J'aime beaucoup l'exercice épistémique de 15 minutes. Ça t'oblige à condenser tes idées et je trouve ça très cool. Ça a aussi ses avantages, en effet. Je te remercie, mais c'est vrai que parfois pour nous comme pour l'interlocuteur, c'est un peu frustrant, mais on essaie de donner la parole à tout le monde, même si ça aussi on nous le reproche. Comment osez-vous donner la parole à tout le monde ? Eh ben on le fait. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est bien la frustration des fois aussi. C'est même, je pense que ça peut être utile dans le développement d'une pensée, à l'instar de l'Oulipo. Exactement. Et malheureusement, excusez-moi, on va démarrer dans quelques secondes. En tant que vieux maintenant, papa et autres, je me rends compte que les nouvelles générations n'ont pas assez accès à la frustration et à l'ennui. Tout est rapide, tout va très vite. Et quand on s'ennuie, on a tout de suite quelque chose à trouver, on est tout de suite submergé d'autres choses, et je suis pas sûr que ce soit vachement bien pour le ciboulot. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Surtout que quand tu coinces un enfant dans l'ennui avec des livres, de quoi dessiner, de quoi se développer intellectuellement, il le fait tout seul très rapidement. Très très vite, t'inquiète, il va trouver de quoi se divertir. Moi, pour coincer les gamins, je ferme la porte. C'est mieux que les livres. Du coup, non, je ne suis pas prêtre catho. Calmez-vous. Bon, je digresse. Bon, alors du coup, Darbelay, t'es ok pour partir avec moi sur 15 minutes autour de ce sujet, et puis on va attaquer, si t'es d'accord, et me dire quel est ton point de vue sur cette question qui est posée ici. Je vais essayer d'être concis. Moi, j'ai été militant pendant très longtemps, actif. Là, je le suis moins. Pour moi, la différence entre militantisme éclairé et radicalisé, c'est qu'à un moment, d'ailleurs, j'ai sûrement été radical. Et alors, je vais parler du radicalisme d'extrême gauche. Mm-hmm. Je pense que qu'à un moment dans la défense de tes idées, tu considères que les moyens mis à ta disposition ne suffisent plus, mis à ta disposition par la société. Tu considères et parce que je pense qu'il faut pas faire l'amalgame, ou faut différencier du militantisme de salon et du militantisme de terrain, l'idéal étant d'être les deux. Pour moi, se radicaliser, c'est vraiment qu'à un moment tu considères que ce qu'on te propose, que la société te propose ne te suffit plus, et que donc tu vas dépasser les limites proposées par la société, et des fois je pense que ça peut être à raison. Ok. Toi, t'es un ancien militant, de ce que j'ai bien compris, et tu as peut-être pu utiliser des moyens que certains pourraient considérer comme radicaux, parce que tu estimes qu'à un moment donné, pour faire avancer les idées, quand les moyens idéologiques ne suffisent plus, en tout cas où la société ne te permet pas d'aller plus loin, il te semble intéressant pour un militant de terrain qui est différent d'un militant de salon, de pouvoir utiliser d'autres outils qui pourraient être considérés comme radicaux, c'est ça ? Pas tout à... Alors, militant, pour moi, justement, c'est ce que je voulais différencier, c'était l'idée de militant de salon et de militant de terrain. Pour moi, les deux sont importants, et l'idéal étant d'être les deux. Ok. Par contre, sur ta première partie, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Et pour faire une petite parenthèse, comme ça, tu pourras mieux me situer. J'ai fait partie du PCF pendant très longtemps, et avant ça, j'ai fait partie d'une organisation qui s'appelait le SCALP, la section carrément anti-Le Pen, et j'ai été, sans aller plus loin parce que pas forcément, mais j'ai été un militant plus qu'actif dans le mouvement Antifa. Ok.
Ouais, ça date un petit peu, hein, le scalp, hein, si je ne m'abuse. Ouais, ça remonte. Ouais. Je suis plus très jeune, j'ai 37 ans. D'accord. On va dire que ça fait une vingtaine d'années. Hein. Ouais. Petite question, parce que moi je connaissais pas trop la notion de militant de salon et militant de terrain. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle différence tu fais, même si j'ai bien compris que les deux sont pas forcément opposés, et même le mieux c'est qu'on ait à la fois l'un et à la fois l'autre, c'est ça? Exactement. C'est une manière un peu, on va dire, ironique de parler de l'intellectuel et on va dire du manifestant ou du syndicaliste, ou tu vois. C'est mais je pense que c'est une dichotomie qui peut être intéressante de faire des fois, mais qui a pas trop de sens, parce que sans les intellectuels, sans la pensée, il y a aucun mouvement politique qui peut naître dans une société. Ok. Est-ce que tu peux considérer, parce que je comprends bien qu'on peut être intellectuel et être sur le terrain, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont militants radicalisés sur le terrain, mais qui n'ont pas la notion intellectuelle de ce qu'ils sont en train de produire? Ah ouais. Et c'est là que ça devient grave pour moi. C'est là que ça devient grave. Okay. Moi, c'est d'ailleurs un des trucs qui m'a déradicalisé. C'est qu'à un moment, je me suis retrouvé avec des mecs qui avaient plus de sens critique. Et donc je me suis dit non mais mais à un moment faut surtout à l'extrême gauche, t'as des visions doctrinaires de la pensée qui sont vraiment pour la peine anti-gauche, tu vois. c'est qu'à un moment le serpent se mordait la queue devant moi, et je trouvais ça, et puis c'est fou comment certains radicalisés n'ont plus on se retrouve à te traiter de fasciste parce que t'as juste vraiment des fois ça allait très très loin, et du coup pour moi c'est là que ça devient dangereux en fait. C'est à partir du moment où ton envie politique elle est plus nourrie par une pensée. Ok. Alors c'est très intéressant, et sans spoiler mon entretien que je ferai demain à 18h30 chez Suricat, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, mais du coup est-ce que tu penses, ou est-ce que toi qui as vécu ça de l'intérieur, tu as pu observer ces personnes que tu considères comme radicalisées sans intellect et sans idéologie? Est-ce que c'est le militantisme et l'idéologie qui ont produit ça chez eux, ou est-ce que ce sont des personnes qui de toute façon seraient allés se radicaliser, et peu importe l'extrême qu'ils auraient choisi? Je pense que t'as les deux. Je pense que t'as des gens qui se laissent tellement, et qui vraiment vont argumenter leur truc, quoi, qui vraiment se laissent tellement dépasser par la cause qu'ils en viennent à une radicalité de la pensée. Et après, je pense qu'il y a des phénomènes sociaux qui vont faire que l'effet de groupe, alors ça peut s'expliquer par vraiment beaucoup de choses, des phénomènes psychologiques, sociaux, mais on peut résumer ça par l'effet de groupe, même si j'aime pas le résumer comme ça, parce que c'est toujours une suite d'événements qui vont faire que tu vas te retrouver un peu malgré toi dans une situation de suiveur totalement, et en plus t'as le truc, t'as le billet des coûts irrécupérables qui fait que plus tu vas aller dans faire des choses horribles pour défendre tes idées, ou horribles pas forcément, mais qui sont pas que tu pensais pas faire à la base, plus c'est difficile de revenir en arrière, parce que tu t'es dit que t'as déjà fait tout ça. Et en plus, oui, bien sûr, t'as la peur de quitter un groupe. Ça, c'est toujours une réalité présente de tout individu. Ok. J'y vois un peu plus clair, je te remercie. Alors, je vais reformuler presque la même question, mais en essayant de la peaufiner. Pour toi, est-ce que c'est plutôt le milieu militant qui va produire ça chez les individus, ou est-ce que c'est l'individu qui va se servir du milieu militant pour arriver à faire des actes
irrationnel ou complètement hors norme. Désolé, hein, je ralentis le rythme, mais celle-là, toujours dans les entretiens épistémiques, il y a des questions pour lesquelles t'es pas vraiment prêt. C'est pour ça que c'est intéressant. Putain, c'est l'œuf ou la poule, hein, cette histoire. Pour moi, c'est une... Alors pendant que tu réfléchis, je vais t'aider. Vas-y. L'œuf est arrivé avant la poule. Voilà. Fin de l'aide. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est encore une fois, je suis désolé de répondre les deux, ça se nourrit en fait. Ouais. Tu peux pas isoler Par exemple, je vais te donner mon exemple. Tu vois. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à militer par conscience politique pure. Tu vois, j'étais à un lycée qui s'appelait le lycée autogéré de Paris. J'ai une vie très particulière. Et quand je me suis vraiment radicalisé et que j'ai fait les choses les plus honteuses, alors d'abord quand je les faisais, j'avais pas forcément conscience que pour moi c'était bien, ouais. Tu vois, une notion de bien et de mal. Et puis surtout, mon environnement personnel était tel. Ma mère était gravement malade, j'étais à moitié à la rue, il y avait vraiment beaucoup de choses qui faisaient que je trouvais dans le groupe quelque chose qui me réconfortait et qui me permettait donc cette notion de capacité individuelle, de volonté individuelle, elle me paraît tellement abstraite parce que pour moi on est tous le produit d'un environnement et d'un vécu, tu vois. Alors ça paraît un peu nébuleux ce que je suis en train de dire, mais c'est la base de la pensée de gauche, tu vois, le matérialisme historique, tu vois. Et du coup j'aurais tendance à dire que ouais, c'est les deux. Pour moi, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un vraiment pour la peine. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont pouvoir naviguer dans le militantisme toute leur vie sans jamais se radicaliser. T'as des mouvements qui ne se radicaliseront jamais aussi. Et pour autant, des fois, t'as la conjugaison des deux. T'as des groupes qui se radicalisent et des individus qui en font partie qui se radicalisent aussi et qui ont aussi leur vision propre de la chose. Ouais. Alors, c'est très intéressant ton cheminement de pensée parce qu'en plus tu as commencé à aborder la future question que j'allais te poser, mais tu as un peu répondu, mais je vais quand même la poser, même si j'ai bien compris que c'est une conjecture de 3 possibilités. Mais est-ce que tu as été témoin de mouvements militants qui ne se radicalisent pas? En tout cas, où les adhérents du mouvement ne se radicalisent pas, et inversement, est-ce que tu as été témoin d'une certaine forme de radicalité chez des personnes qui n'adhèrent à aucun mouvement? Totalement. Tu peux me citer des exemples, si ça te dérange pas? Par exemple, je pense, honnêtement, tous les militants qui à un moment n'estiment pas qu'être hors la loi, ça fait partie de leur militantisme. Donc la plupart des hommes, enfin, je vais pas dire tous les hommes politiques parce qu'il y en a qui le font par carriérisme, mais en tout cas les êtres politiques sincères. Enfin, je pourrais te dire Jean-Claude, le directeur de ma circonscription PCF ne conçoit vraiment pas pour la peine, et pourtant il est communiste, un vieux de la vieille, mais il conçoit pas une lutte armée révolutionnaire active actuellement, tu vois. Et pourtant, il est militant communiste. Donc, la révolution, théoriquement, ça fait partie de son cours de pensée. Mais, et lui, il peut te l'expliquer très bien pourquoi il estime que c'est pas nécessaire actuellement, qu'on peut obtenir une révolution militante par la voie des urnes sans pour autant passer par un mouvement armé. Il pense que la démocratie peut encore permettre ça. Moi, je suis pas encore convaincu, mais
Donc je pense que à partir du moment où le militer, pour moi, c'est juste le fait de défendre des idées de manière argumentée, de manière construite. Après, soit tu le fais dans les chemins prévus par la société pour pouvoir le faire sans être coercitif pour la société, tu vois. Soit à un moment tu considères que ce qu'on te propose ça suffit plus. Tu considères que manifester pacifiquement ça suffit plus. Tu considères que être actif politiquement ça suffit plus. Donc tu vas trouver des gens qui sont d'accord avec ça et vous allez faire des plans concrets et voilà. Moi en l'occurrence c'était la présence d'un certain de mouvement skinhead en Île-de-France qui a fait que je me suis dit à un moment personne fait rien contre ça, faut bien faire quelque chose, ce qui était faux d'ailleurs mais c'est ce que moi je me suis dit et on était pas mal à se le dire et du coup ça a donné lieu à ce que j'ai pu. Bon bref. Ouais. C'est très intéressant et justement si tu me permets j'aimerais rentrer un peu plus peut-être alors dans ton intimité épistémique, hein, je te demande pas de nous livrer toute ta vie. Donc avec ton consentement, j'aurais une question en 2 temps à te poser. Là, et t'es pas obligé d'y répondre, absolument pas. Il n'y a pas de problème, on peut arrêter même tout de suite l'entretien. La question est la suivante. Très précisément, est-ce que tu te souviens du moment et du pourquoi tu as eu cette prise de conscience qui t'a fait sortir de ça? Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il y aurait un événement qui pourrait te faire y retourner? L'événement qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est le tribunal de Nanterre. Ok, la justice. La justice. Et pour la peine, le processus juridique très lent, moi, m'a aidé. Alors, je pense que c'est pas toujours valable, mais moi, ça m'a aidé. Et oui, ouais, totalement. En ce moment, je me pose. Alors, je peut-être pas me radicaliser direct, mais en ce moment, retourner au militantisme de terrain, j'y pense sérieusement. J'y pense très sérieusement. Le problème, c'est que pour la peine, j'ai développé aujourd'hui un sens critique affûté. Et à chaque fois que je me retrouve, j'ai quitté le PCF, j'ai essayé comme je suis toujours en contact, j'ai essayé de retourner. Il y a eu des manifestations récemment à des assemblées de groupe ou des assemblées générales. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve dans une situation où le problème que j'ai, c'est de pouvoir définir les termes, tu vois. Et je trouve que en fait, le débat politique est très 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 souvent biaisé par beaucoup de choses, et ce qui fait que je pense que au final, je pourrais encore avoir la volonté d'être proactif dans un militantisme et peut-être même de me radicaliser si ça devenait nécessaire. Maintenant, en ce moment, j'arrive pas à trouver, comment dire, ne serait-ce que le mouvement politique dans lequel je puisse m'épanouir. Je trouve que quasiment toute la politique française est pourrie, et qu'en plus la société la société globalement, le débat sociétal globalement entre les citoyens commence à être totalement saturé. On est toutes les idées, il y a tellement d'idées qui se confrontent, réussir à trouver un chemin dans ce marasme d'informations, c'est vraiment très compliqué. Et du coup, il y a un contexte dans lequel je pense que je pourrais vraiment me radicaliser activement, c'est effectivement si un gouvernement totalitaire arrivait au pouvoir, qu'il fallait développer une résistance et tout, peut-être que très certainement que j'essaierais d'y aller, mais en dehors de cet aspect qui peut paraître légitime à tout citoyen, bien évidemment, de résister à un régime totalitaire et maltraitant envers ce peuple, j'aurais une dernière question pour toi. En dehors de ce cas de figure, quelle serait
ton meilleur outil en dehors de la justice qui te permettrait de ne pas retomber dans une radicalité que tu as quittée parce que tu t'es rendu compte que c'était extrêmement mauvais? Le dialogue, le débat public, une démocratie saine. Moi, la seule chose qui pourrait aujourd'hui me faire retourner dans une forme d'extrémisme, parce qu'en plus c'est toujours relatif au pouvoir en place, tu vois, ça serait une atteinte vraiment concrète à la liberté d'expression, à la démocratie. Je pense actuellement il y a déjà des signes, déjà sous Macron. Non, je reformule. Excuse-moi d'Arbelet. La question, je l'ai peut-être mal dite, pardon. Putain, je parle aussi mal que j'écris. C'est demain, en dehors du fait qu'il y a un gouvernement totalitaire, tu sens que petit à petit, tu as encore la réflexion suffisante pour te rendre compte que petit à petit, tu te radicalises. Quel serait, en dehors de la justice, le meilleur outil que tu utiliserais pour éviter de retomber là-dedans? Le sens critique. Ok. C'est déjà ce que j'utilise, hein. C'est c'est bien pour ça d'ailleurs que je me suis plus radicalisé. C'est parce que à un moment tu développes suffisamment de sens critique pour confronter toi-même tes propres idées et aller les remettre en question. Et ça en est. Moi, c'est devenu une obsession au point que ça. Tu vois, par exemple, sur TikTok, il y a des débats tout le temps. Tu vois, je vois un sujet de débat. J'essaye de me construire une opinion argumentée, solide. Ça va tellement vite que mon opinion argumentée, elle est plus valide pour les débats en cours, tu vois. Et que du coup, il faut que je reformule parce qu'il y a eu de nouvelles informations, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment devenu presque obsessionnel chez moi, par contre, de remettre en question les choses auxquelles je crois. Je t'ai menti parce que je t'avais dit que c'était une dernière question, mais en t'écoutant, je suis désolé pour tout le monde, mais j'en ai une qui m'est venue. Et après, promis, j'arrête. Je passerai la parole aux copains pour la question emportée. Cet outil d'esprit critique auquel tu te raccroches pour éviter de retomber dans un radicalisme qui t'a profondément dérangé, est-ce qu'aujourd'hui, cet esprit critique te permettrait de pouvoir discuter sereinement avec ceux que tu considérais comme tes anciens ennemis, à savoir des fachos? C'est ce que j'essaye de faire. Le problème, c'est que eux, ils aiment pas trop le dialogue. Tu te fais souvent descendre, mais c'est ce que j'essaye de faire quotidiennement, hein, sur TikTok. D'ailleurs, j'aime pas trop aller sur des lives où les gens sont d'accord avec moi, hein. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Je pense que la méthode inverse que j'ai pratiquée ne fonctionne pas. Je pense que mettre au bas de la société des personnes pour leurs opinions, quelles qu'elles soient, ce n'est jamais une solution. Je pense que la seule solution, c'est de débattre avec eux. Et t'as le droit de croire en ce que tu veux, mais t'as aussi le droit de passer pour un con. Et c'est mon devoir de te faire passer pour un con. Et voilà. Je pense que c'est la seule solution en fait, et que en ouvrant un débat public avec des politiques qui sont le reflet d'une idée sincère, des idées sincères qu'ils défendent, tout irait beaucoup mieux. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de dire. En tout cas, tu viens de me lancer un prochain sujet de live, justement, sur doit-on discuter avec tout le monde ou pas. Voilà, on fera sûrement un live épistémique sur ce sujet-là. Et avant de demander aux collègues s'ils ont une question à porter pour toi, sache que pour ma part, et je vais livrer un peu de moi là pour le coup, pour ma part, je suis pleinement dans cette démarche. Je pense que les copains ici présents aussi, et on nous le reproche parfois, même de façon très radicale, devrais-je dire, sur le fait que justement nous on est dans cette idée qu'il faut maintenir le dialogue entre les citoyens. Peu importe de ce qu'on pense de prime abord sur la personne qui vient et de ce qu'elle pense, parce qu'on sait pas vraiment ce que pensent les gens et pourquoi ils le pensent, et qu'en discutant, parfois on peut favoriser la dépolarisation et recréer du lien pour que les gens, ce fameux vivre ensemble, qui est un terme que tout le monde sait, j'exècre. Je m'expliquerai un jour pourquoi là-dessus, sur un entretien épistémique. En tout cas, je te remercie et merci beaucoup pour cet entretien. C'était très enrichissant pour moi. Et puis merci de t'être mis à poil devant tout le monde parce que c'est pas facile, hein. Et d'ailleurs, je le répète avant que John le dise,
les entretiens seront diffusés sur notre micro-chaîne YouTube. Bientôt 300 abonnés. Wouhou. Si tu souhaites que ton entretien n'apparaisse pas, tu nous le dis soit maintenant, soit après, il n'y a pas de souci, on pourra l'enlever. Et je passe la parole aux collègues, savoir s'ils ont une question à emporter. Par rapport à ce que... Aucun souci. T'as tout... Quand je monte sur un live public, c'est que j'accepte d'être enregistré, il n'y a pas de problème. Merci. John McToy. Et, pas de McDrive pour ce soir. J'ai pas de questions à emporter, mais je voulais juste te remercier pour cette honnêteté intellectuelle que tu as eue, et que c'est pas la première fois que tu fais ça, et c'est vraiment quelque chose que moi je veux toujours souligner à chaque fois, parce que c'est exactement pour ça qu'on fait ce genre de live, qui est de dire ok, j'ai pas encore la réponse à cette question, et de prendre le temps d'y réfléchir, même pendant le moment où on discute. Merci pour ça. De rien, c'est avec plaisir. J'ai bien compris le concept et j'y reviens toujours avec plaisir, justement parce que, en plus, la pensée, elle s'arrête jamais au live. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que j'adore ces entretiens. Enfin bref, voilà. Je l'ai déjà dit. Penser à moi. Je le répète. Oh oui. Sous la douche. Oh oui, en plus là, ça touche à mon, ouais, et puis je vais même peut-être lire, grâce à cet entretien. J'ai peut-être une idée, là, de ce que je vais aller lire tout de suite pour. Ah bah écoute, Enfin, bref, super. voilà. Bon, comment tu t'es senti? Comme d'hab, très bien. C'est toujours très confortable, et puis aucun problème à se livrer, surtout que c'est des choses que j'assume. Donc, non, je suis très bien ici. Aucun souci. Eh ben, merci beaucoup à toi, Darbelay. Je te laisse descendre tout seul. Et je te souhaite une... Je vous embrasse tous, à la prochaine. Pareillement. Ciao. Cœur sur toi, prends soin de toi et